le Yéti, les extraterrestres, la transmission de pensée, le déjà-vu, l'astrologie ou encore la réincarnation. Ce qui semble irrationnel pour certains sera une évidence pour d'autres. Elles réunissent autant qu'elles divisent et sont aussi nombreuses qu'il y a d'individus sur Terre. Les croyances, c'est d'elles dont on va parler aujourd'hui. Vous écoutez l'Uniscope, un podcast du magazine du campus de l'Université de Lausanne. Comment fonctionne une croyance? Qu'est-ce qui pousse les gens à croire si fort en quelque chose d'incertain? Christine Mohr, professeure en psychologie cognitive à l'UNIL, est spécialiste de la question. Elle travaille sur les croyances irrationnelles et s'intéresse notamment à celles qui relèvent de l'imagination extrasensorielle, du paranormal ou encore des superstitions. Alors concrètement, une croyance, qu'est-ce que c'est? Je dirais qu'une croyance, c'est quelque chose où les gens ont une opinion sans qu'il y a vraiment l'évidence qui soutient leur opinion. On peut ni vraiment les nier, on ne peut pas les prouver parce que c'est souvent des situations où on ne peut pas vérifier, ou pas pour le moment. On ne peut donc ni les valider, ni les réfuter. Et c'est justement cette dimension insaisissable qui les rend probablement si attrayantes. Mais alors pourquoi s'y intéresser? Pourquoi chercher à comprendre le fonctionnement d'un phénomène qui par définition même est irrationnel? Et surtout, qui perdrait l'essence de sa raison d'être en étant expliqué, voire prouvé? Je pense que ça détermine beaucoup de nos comportements. Religion a été souvent une raison de beaucoup de conflits, et l'est toujours. Alors c'est très affectif pour les gens. Mettre en question leur attitude de vie, c'est affectif. On peut détruire tout un sens d'identité si on enlève la justification de la croyance. Je pense qu'on sait aussi avec les foires ésotériques, on voit des gens qui sont convaincus qu'ils peuvent prendre contrôle sur leur vie en faisant certaines choses ou prédire le futur, donner du sens à des événements qui ne font pas de sens pour eux. Pilier de l'identité. Outil de contrôle pour affronter les obstacles de la vie. Comprendre le fonctionnement et surtout l'ampleur de la portée des croyances est donc une clé fondamentale dans la compréhension du monde et des personnes qui nous entourent. Mais alors, qu'est-ce qui pousse les gens à croire? Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de raisons. C'est appartenance à un groupe. Je pense dans la religion, on le voit avec qui on s'identifie, mais aussi dans le monde ésotérique. Je pense les gens se sentent partie d'un groupe qui ont les mêmes attitudes et les mêmes convictions. Après, c'est certainement aussi un moyen de contrôler ses incertitudes et ses angoisses. On sait que pendant des périodes de grande détresse, ça peut être des tremblements de terre, ça peut être la guerre, ça peut être personnel aussi. On a vécu des traumatismes, que dans ces cas-là, les croyances et idéations magiques montent. Parce que si déjà beaucoup n'est pas très bien contrôlé, on essaye de se consoler, peut-être aussi, de se rassurer, de réduire le stress finalement. Dans la littérature scientifique, il y a d'un côté ces croyances paranormales et de l'autre côté, on regarde aussi la littérature religieuse. Alors la psychologie de la religion, par exemple. Et c'est comme ces deux champs ne veulent pas se trop toucher. C'est peut-être comme dans le monde réel. Tout ce qui est Dieu, religion, les choses qui font partie de notre culture, de notre société, est quelque chose qui est acceptable, mais ces croyances de l'individu, ces sentiments que peut-être le paranormal, les fantômes pourraient exister, la vie après la mort. Bon, on a clairement dans les religions souvent aussi, alors on retrouve ça dans les deux, mais ils se touchent peu. On sait que beaucoup de choses sont similaires, mais c'est très difficile de les mettre ensemble. Des champs d'études bien séparés, avec pourtant de nombreux points communs. Alors, si on prend la religion et on regarde la littérature récemment, ils aiment bien de faire la séparation entre la religiosité comme une partie de notre existence sociale, culturelle et tout ça,
Et l'autre est vraiment ce côté spirituel plutôt, c'est ce qu'on vit. Alors peut-être aussi les gens qui vont prier, qui le font avec une intensité très importante, ont des expériences affectives beaucoup plus profondes que peut-être qui fait sa prière en église avec toute l'autre communauté. Bon. De l'autre côté, si on regarde les croyances paranormales, souvent là, c'est de ma lecture de la littérature plutôt des expériences individuelles. C'est clair, on peut aussi se retrouver, mais il n'y a pas une église, il n'y a pas un bâtiment où on va pour se retrouver. Et c'est plutôt aussi que les gens ont eu des expériences qui les amènent à ces convictions. Ça peut être, on entend ça, des gens qui étaient très sceptiques, qui n'ont jamais pensé un truc, soudainement ils ont une expérience et après soudainement, voilà, toute leur explication du monde, de ce qui est possible au dehors de notre monde a totalement changé. Souvent aussi les gens deviennent religieuses parce qu'ils ont vécu des choses hyper affectives qui changent tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui. Voilà, pour ça il y a un peu ces différentes choses. Alors une fois cette expérience individuelle et l'autre côté quelque chose qui est plutôt formalisé dans une société qui évidemment amène à des autres expressions de ces croyances. Pour tester l'émergence des croyances et comprendre ce qui pousse finalement les gens à y croire, Christine Moore a travaillé avec des magiciens. Avec son équipe de recherche, ils ont créé des tours de magie qui ont ensuite été présentés devant des sujets. Alors vous qui nous écoutez, imaginez, sous vos yeux, un médium entre en contact avec des personnes décédées. Est-ce que vous y croyez ou non? Que ressentez-vous? Et on a observé ce qu'il y a les émotions positives, il y a les émotions négatives, de la peur, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a vraiment encore une vie, ou le positif, ça me fait vraiment rêver de me dire, voilà, si je meurs, peut-être je vais aussi retrouver les gens que j'ai perdus. Et encore une autre qui était le plus intéressant, c'était les émotions mixtes. Et ça veut dire, c'est comme les gens n'ont pas su quoi dire. Voilà, d'un côté, ça me donne l'espoir, mais de l'autre côté, quand même, ça m'a laissé mal à l'aise. Et ces émotions mixtes étaient un prédicteur pour des explications paranormales après avoir vu cette démonstration. Ça veut dire quelque part, cette ambivalence du vécu a fait, on pense que ça a créé une certaine forme de dissociation affective, qu'avec une explication paranormale, ça réduit cette dissociation, qu'on ne sait pas quoi faire avec ça. Et qu'on dit, OK, c'était quelque chose de paranormal, que peut-être ça apaise cette incertitude. Cet état de tension, d'inconfort, d'ambivalence face à ce que l'on voit, c'est peut-être donc une première piste d'explication de ce qui pousse à croire. Et dans le cas présent, au paranormal. Au début, on a voulu faire ces études pour tester quels sont les facteurs qui amènent à une acceptation des croyances. Mais c'était tellement incroyable que c'était facile d'avoir des réponses que effectivement c'est une performance paranormale, psychique en fait, que c'est un médium, c'est quelqu'un qui peut prendre le contact avec quelqu'un qui est mort, que finalement on a dit waouh, c'est vraiment un peu presque effrayant, comme c'était facile, qu'on a dit maintenant on va aller à l'inverse et on va maintenant dire voilà qu'est-ce qu'on doit donner comme information aux gens qu'ils considèrent aussi des autres explications. Et la chose qui est assez frustrante, c'est qu'on doit plus ou moins dire comment c'était fait. Alors justement, donner un peu des idées, faites un peu attention, peut-être voilà, un peu des indications, des petites pistes d'explications alternatives. Ce n'est pas vraiment pris en compte et ils restent avec leurs explications parce qu'ils ont vu les choses avec leurs propres yeux. Alors c'est tellement convaincant que des alternatives, ils ne prennent pas en compte, sauf qu'on dit comment c'était fait. Et là, ça fait souvent des réactions assez fortes. Il y a certaines personnes où j'ai l'impression qu'ils sont presque un peu gênés parce qu'on a pu tricher quelque part, hein, et les autres rigolent. Alors il y a vraiment des réactions après aussi qui sont très, très, très différentes. Révéler le secret du tour de magie. Expliquer aux gens que le prétendu médium est en fait un acteur. C'est donc là le seul moyen de les convaincre que ce qu'ils ont vu était faux. Mais alors qu'en est-il dans la vraie vie, lorsque les secrets de la mise en scène ne sont pas accessibles à nos yeux? Prenons un exemple pour illustrer ce cas de figure. Le déjà-vu existe, on prend ça.
Le déjà vu, alors j'ai déjà vécu, c'est possible qu'on se retrouve en face des personnes ou des endroits où on était déjà, même si on sait dans cette vie-là, j'étais jamais là. Alors, on essaye d'expliquer ça parce qu'on a lu dans des autres rapports, dans des films, sur un YouTube, que les gens disent « Ouais, j'ai vécu la même chose ». Et voilà, si on dit « Waouh, les autres ont vécu la même chose », alors ça doit dire que ce truc existe. Alors, on a une confirmation de l'autre personne, d'une autre personne, d'une autre personne. Et ça fait, bon, si eux, ils ont vécu la même chose que moi, alors ça doit exister. Et maintenant, de dire « Ok, comment on change maintenant cette croyance ?» Il n'y a pas d'évidence que ça n'existe pas. C'est une croyance. Alors, on doit essayer d'expliquer à la personne, peut-être il y a une autre explication à ça, comme par exemple que votre cerveau s'est justement par hasard activé quelque part et vous avez donné ce sentiment-là. Ce n'est pas très convaincant pour la personne. Si elle est déjà convaincue, je viens avec une telle explication, c'est déjà le temps perdu. Cette personne ne va pas nécessairement dire « Ah ouais, je vois bien que c'est une autre explication. Alors je laisse tomber la croyance d'avant. » Ça ne va pas aller assez facilement. C'est pour ça que toutes nos activités de donner d'autres informations, de vouloir éduquer les gens et on répète, ce n'est pas assez simple. Et on sait aussi pour tout ce qui est désinformation politique et tout ça, les fake news, de dire que ce n'est pas vrai. Ça marche déjà. Pas du tout. Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile d'abandonner une croyance, de changer une façon de penser sur quelque chose qui nous a convaincus? Des études ont montré qu'on doit donner une explication alternative qui est suffisamment convaincante et forte qu'on peut remplacer cette information qu'on doit abandonner. Pour changer une croyance, je dois abandonner ce que j'ai accepté comme une croyance avant. Et je ne peux pas laisser cette place de cette croyance vide. Ça ne va pas. Je dois mettre d'autres contenus qui est suffisamment fort que je peux remplir ce trou qui s'est vidé. Les croyances occupent donc une place bien plus grande dans nos vies qu'on ne pourrait avoir tendance à le penser. Au point même qu'il semble impossible de laisser la place occupée par chacune d'elles vide. Mais cette place est-elle la même chez chacun d'entre nous? Sommes-nous réellement tous dotés de la même envie, voire du même besoin de croire? Les gens qui ont des croyances paranormales, évidemment, ont aussi plus la tendance de donner une importance à des événements qui arrivent proches, au niveau spatial, mais aussi temporel. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Si par exemple, je pousse le bouton pour la lumière et en même temps un tableau tombe du mur, on va soudainement avoir l'impression que ces deux événements doivent avoir un lien. Ce n'est pas possible que moi je pousse là et un tableau tombe du mur. Alors je commence à faire des connexions. Et comme ça, il y a des expériences individuelles que la personne peut avoir, qui donnent l'impression que ces phénomènes existent, que c'est justement l'hasard, n'est peut-être pas l'explication qui arrive naturellement. Faire du lien entre les choses, donner du sens et de l'importance aux événements proches. Mais qu'est-ce qui nous rend susceptibles d'y être plus ou moins sensibles? Je pense que la personnalité joue un rôle clairement important. Ce sont des personnages qui sont aussi plus ouverts à l'expérience. Par exemple, si on parle de la personnalité, une curiosité aussi vers le monde, extraversion, par exemple aussi, on cherche la stimulation dans son environnement. C'est tout aussi plus facilement à expliquer parce que les gens disent « ouais, pourquoi pas ?» Bien possible que c'est juste. Peut-être aussi plus sensible, plus angoissé, alors qui fait peut-être les gens qui cherchent, qui sont ouverts au monde, mais aussi la manière de raisonner. Est-ce qu'on est plutôt intuitif? C'est lié aussi à la personnalité. Hein. C'est pour ça que je dis on ne peut pas facilement le séparer. Si je trouve les choses autour de moi
Et je réagis intuitif, même les gens le disent. Moi, tu sais, je suis plutôt une personne intuitive et l'autre dit, bon, j'arrête pas de ruminer, penser des trucs jusqu'à j'ai vraiment fait tous les calculs et tout ça. Que évidemment, les gens qui sont plus intuitifs sont aussi les gens qui sont plus ouvertes au paranormal, par exemple. Après, tout ce côté encore angoisse, menace, peut-être des traumatismes dans sa vie pour se donner un peu plus de contrôle. Ça, je peux dire que ça joue un rôle. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui donnent plus de sens à ces expériences parce que ça peut être aussi enrichissant. Ça peut donner plus d'importance et peut-être beauté ou richesse aussi à sa propre vie. Et je pense franchement aussi que ça a des avantages parce que ça donne une ouverture. Il y a certaines études qui font un lien avec la créativité parce qu'on voit les choses pas seulement très rationnelles peut-être, on voit les choses qui sont possibles et évidemment ça amène à toutes les nouvelles associations et idées. Et c'est pour ça peut-être aussi que pour les artistes, si on demande leur niveau d'idéation magique et tout ça, ils sont souvent comme groupe plus haut dans ce type de croyances qu'un groupe contrôle. Donner un sens à sa vie, la rendre plus riche, plus belle, déjouer le hasard ou simplement voir les choses autrement que sous le prisme de la rationalité. Illusion ou réalité? La question restera en suspens et c'est justement ce qui en fait la beauté et le mystère. Est-ce que finalement décortiquer les mécanismes des croyances suffit à dire qu'elles n'ont pas lieu d'être?